Bonjour à tous et bienvenue pour cette première web masterclass qui s'inscrit dans le processus des assises de la construction durable en Outre-mer. Avant de démarrer, je vais laisser le mot d'accueil à Philippe Estingois, directeur de l'agence qualité construction, donc l'AQC qui assure le pilotage de ces assises. Donc Philippe, c'est à vous. Merci Samuel, bonjour à tous, bienvenue donc dans cette première web masterclass liée aux assises de la construction durable en Outre-mer. Donc c'est un projet très ambitieux pour les Outre-mer que nous avons mis en place, avec des assises formelles à Paris donc qui vont se faire début 2024, et puis la production d'un livre blanc avec des enjeux très très forts pour permettre donc aux Outre-mer de pouvoir s'exprimer sur leurs différentes problématiques liées à la construction. Le premier web masterclass va porter sur le thème normes volontaires et normes réglementaires. C'est pas neutre, c'est un sujet essentiel à traiter en premier lieu, et donc je cite ça à la fois au travers de ma fonction au sein de l'AQC que de ma fonction de président du COS Construction Urbanisme. Le sujet de la prise en compte des Outre-mer est tout à fait essentiel à la fois dans la production réglementaire, et c'est évoqué en Conseil supérieur de la construction, et dans la normalisation. Et comme vous le savez, et ce sera probablement évoqué, il y a actuellement une réflexion sur le règlement produit construction avec une évolution de la prise en compte de la situation des Outre-mer, qui est proposée dans le texte qui est en cours de discussion au niveau européen. Donc je suis très content de vous accueillir. Je remercie beaucoup toute l'équipe de l'AQC qui a monté ce programme compliqué, très lourd. Et puis je remercie surtout aujourd'hui les différents intervenants, Claire Henneman, Yannick Lemoine et Nafal Boutaïr. Ça représente un très très gros travail que de préparer ce type d'intervention. Ce ne sont pas des interventions que les formateurs préfèrent. C'est toujours très très compliqué de parler devant une caméra. Donc on n'a pas le feedback immédiat des personnes concernées. Et donc c'est assez compliqué. Et donc je les remercie beaucoup d'avoir accepté cet exercice. Et puis je vous remercie donc tous, hexagonaux et puis ultramarins, qui regardaient ou qui allaient regarder en replay. Profitez bien de tous les messages qui vont pouvoir vous éclairer et puis vous aider à développer et à porter vos enjeux dans la suite. Voilà, bon suivi, et puis à bientôt. Merci Philippe. Donc en effet, cette première web masterclass, ça va porter, comme le disait Philippe, sur le sujet des normes. Et donc je remercie encore une fois les trois intervenants, c'est pas négligeable, comme le disait Philippe, qui ont participé à cette première web masterclass. J'y reviendrai aussi en fin de présentation, puisqu'il y a d'autres personnes qui ont participé à travailler sur le contenu. Pour compléter les éléments de cadrage sur les assises de la construction durable et peut-être préciser ce que Philippe a dit, et de visu avoir un petit peu le calendrier que ça représente. Déjà, l'objectif des assises, qui est de produire des référentiels de construction prenant en compte les spécificités des territoires, permettant aux bâtis de faire face aux fortes contraintes environnementales, tout en prenant en compte le contexte social, culturel et économique. Donc vous voyez sur le calendrier, les web masterclass, elles s'inscrivent dans un temps qui est parallèle à celui des ateliers locaux auxquels vous participerez, voire pour lesquels vous aurez un rôle d'animateur. Tout ça, ça fait suite à un appel à contributeurs qui a été lancé précédemment. La deuxième étape, ce seront les assises en présentiel en février 2024 qui auront lieu à Paris, avec pour certains d'entre vous le rôle de rapporteur. Et puis on avancera au fur et à mesure de l'année sur l'écriture et la validation d'un livre blanc qui permettra de mettre en exergue toutes les recommandations que vous aurez pu faire via les ateliers locaux. Et ce livre blanc sera présenté à Batimat en octobre 2024. Voilà, sur la partie globale des assises de la construction. Sur la partie plus spécifique des web masterclass, l'objectif, c'est un partage préalable de connaissances. Elles ont pour vocation de provoquer des échanges entre les instances hexagonales au travers des experts qu'on a mobilisés aujourd'hui, qui sont impliqués dans la production de référentiels, et puis à vous, les professionnels ultramarins. Elles permettront d'aborder des sujets structurants pour les propositions qui seront intégrées dans ce livre blanc. J'ai juste mis en rappel aussi sur cette slide les différentes web masterclass qui auront lieu aujourd'hui puis la semaine prochaine.
avec les différentes thématiques qui sont abordées. Donc vous voyez qu'il y a certaines thématiques qui vont s'enchaîner un petit peu par rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc ça, vous aurez tout le loisir de le retrouver sur le site Ombré qui détaille ces web masterclass. Voilà pour les présentations. Je vais laisser maintenant la place à nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter en démarrant par Claire. Donc Claire, la parole est à toi. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci à l'AQC d'avoir organisé cette masterclass. Donc voilà, Claire Edman, je suis chef de projet normalisation et affaires européennes au sein du ministère de la Transition écologique. Donc notre intervenant, nous aurons Yannick Lemoigne. Yannick, je te laisse te présenter. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis à la direction technique du CSTB, directeur de projet normalisation et marquage CE. Et au sein du CSTB, je suis référent Outre-mer. Par ailleurs, j'assure la présidence de la coordination des organismes notifiés au niveau européen pour le marquage CE des produits de construction. Et toujours par ailleurs, j'assure la présidence de l'association AFOCERT, l'association des organismes de certification de produits, services et ouvrages de construction. Merci. Merci Yannick. Et puis enfin, Naufal Boutahir. Bonjour à toutes et à tous. Donc Naufal Boutahir, le directeur du BENTEC. Donc le BENTEC qui est un bureau de normalisation du secteur du bâtiment. Donc c'est un bureau de normalisation qui a été fondé dans les années 90 par la Fédération française du bâtiment. Donc il gère environ 90 commissions, voire un peu plus, qui traite de divers sujets qui touchent le bâtiment et dont l'animation est donnée aux unions et syndicats de métiers de la FFB. Donc, nous sommes un bureau de normalisation qui agit par délégation d'AFNOR, qui est l'association française de normalisation, dans le cadre d'un décret publié en 2009. Et nous avons également un agrément du ministère chargé de l'industrie dans notre champ d'intervention, qui est celui du bâtiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui regroupe des normes générales, des normes de structure gros œuvres, étanchéité, enveloppe, charpente, équipement, etc. Donc, nous sommes un bureau de normalisation également connu par les NFDTU, qui sont un peu, si je puis dire, le cœur de notre métier. Et nous élaborons à peu près plus de 90% des NFDTU de la collection. Voilà, merci. Ok, merci. Pour la slide suivante, donc j'ai fait un petit récap des différentes parties qu'on va balayer aujourd'hui, avec une introduction générale, puis un passage sur le sujet des normes qui sont rendues d'application obligatoire. On abordera les normes dans le domaine traditionnel et la technique courante. Le sujet de la normalisation volontaire dans le bâtiment. Ensuite, en partie 5, on fera un focus vraiment sur les NFDTU. Et puis la sixième partie, non négligeable non plus, c'est comment vous, en tant que professionnel, vous pouvez participer aux travaux de normalisation et pourquoi il faut participer à ces travaux. Donc sur la première partie introductive, je vais laisser Claire vous présenter un petit peu ce que c'est une norme et comment ça fonctionne. Merci Samuel. Donc pour vous donner une sorte de panorama sur ce qu'est la normalisation, tout d'abord, il faut bien comprendre que les normes sont autour de nous au quotidien. Voilà, le point commun des objets que vous voyez devant vous, c'est qu'ils sont tous soumis, ils sont tous l'objet de normes internationales, que ce soit une feuille A4, une balançoire, une fenêtre, des systèmes de télébuage. Aujourd'hui, ils sont tous soumis à des normes qui permettent, par exemple, à votre enfant de pouvoir jouer dans votre jardin en toute sécurité, puisque la norme NFEN 71.8 va déterminer des caractéristiques de sécurité pour être mis sur le marché. Si on prend un... Oui, voilà, merci. Donc, ces normes, elles sont régie par un règlement européen datant de 2012. Et pour essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est ce document, la définition exacte d'une norme, c'est une spécification technique approuvée par un organisme reconnu de normalisation pour une application répétée ou continue dont le respect n'est pas obligatoire. En d'autres termes, ces normes, ce sont des documents rédigés volontairement
par une communauté d'experts et sous l'égide d'organismes de normalisation tels qu'AFNOR en France, dont Nafol a parlé plus tôt. Alors, pour vous donner un exemple concret, parce que c'est très conceptuel d'une certaine manière, si l'on prend l'exemple de la fenêtre qui fait l'objet de cette norme avec un nom un petit peu barbare, la NFEN 14351-A plus A2, c'est cette norme qui va déterminer quels essais doivent être conduits pour calculer la résistance au vent, l'étanchéité ou encore l'acoustique de votre fenêtre. C'est ce document technique qui va permettre aux fabricants, mais aussi aux clients, de parvenir à avoir une fenêtre complètement opérationnelle, résistante, etc. Vous avez également des éléments techniques comme le moyen de mener l'échantillonnage ou les contrôles de production en usine. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner un exemple très concret. En termes d'élaboration de ces normes, d'écriture, en particulier au niveau français, vous avez ce qui est appelé des commissions de normalisation, c'est-à-dire des instances où les acteurs rédigent des normes, en assurent leur suivi et leur mise à jour. Et on observe au sein de ces communications, de ces commissions, une grande diversité d'acteurs, puisque ces commissions regroupent aussi bien des entreprises que des autorités publiques, des organismes de recherche ou encore des membres de la société civile. En particulier, si vous voulez un exemple, on parle souvent de la commission P01E, qui traite des normes sur la prise en compte de l'impact environnemental dans la construction, et principalement la norme NFEN 15804 dont vous avez probablement déjà entendu parler. Alors, pour vous donner un aperçu de la structure de la normalisation, donc, les organismes de normalisation sont à plusieurs niveaux. En violet, vous avez l'AFNOR, qui est l'instance française, puis plus bas, vous avez le niveau européen. Donc, on a 3 organismes européens de normalisation, l'ETSI, le CEN et le CNENEC, qui sont distribués en fonction du domaine de compétences. Et au niveau international, des organismes miroirs, disons. Et pour vous donner quelques chiffres, Samuel, voilà. Pour vous donner quelques chiffres, en 2016, nous avions environ 33 600 normes volontaires existantes. Alors attention, tous secteurs confondus. Et 90% sont d'origine européenne ou internationale. Il en résulte qu'aujourd'hui, nous avons plus de 4200 normes publiées dans le secteur de la construction. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on utilise ces normes? Comment sont-elles mises en œuvre? On a 3 aspects dont le principal est une application en principe volontaire. On l'a dit, on le répétera, ces normes, c'est un outil. C'est un outil offert aux différents participants, aux différents acteurs. Et ces outils, ils peuvent être repris dans des textes réglementaires par ce qu'on appelle une présomption de conformité. Je vais être très concrète en prenant l'exemple de l'arrêté de 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments. Vous avez certaines exigences qui disent que les installations électriques doivent être conçues de manière à éviter les risques de propagation d'incendie, mais aussi à faciliter l'action des services de secours. C'est pourquoi, plus loin, de manière plus détaillée, l'arrêté explique que les installations qui sont réalisées selon les normes NFC 1400 et NFC 1500 sont présumées satisfaire à ces exigences. Au final, on comprend ici que le respect de ces normes est présumé conforme aux exigences de l'arrêté, mais elles ne sont pas l'unique moyen d'y parvenir. C'est un outil harmonisé qui est offert aux utilisateurs pour répondre aux exigences réglementaires. Maintenant, ces outils, ces documents techniques, ils peuvent également être utilisés de manière obligatoire par voie contractuelle. C'est le second aspect. Et
Ici, ce qui se passe, c'est que les parties peuvent convenir de rendre obligatoire cette application aux personnes contractantes. Par exemple, je vais pas m'épancher sur le sujet puisque Nafal développera, mais c'est le cas de ce qu'on appelle les documents techniques unifiés, DTU. Ce sont des documents de référence qui réunissent des techniques qui ont fait l'objet d'un retour d'expérience qui peuvent être appliquées dans, par exemple, des contrats de travaux et qui vont déterminer notamment le choix des matériaux qui peuvent être faits. Ils sont parfois utilisés dans le domaine de l'assurance. Les parties peuvent très bien convenir du respect de tel DTU dans un contrat de travaux. Pour le troisième aspect de l'utilisation de ces normes, cette fois-ci, on rebascule dans le volet réglementaire, puisque ces normes peuvent être rendues d'applicatoires par les autorités publiques dans certains textes réglementaires. Voilà, donc c'est pour vous donner globalement un descriptif du concept, du processus de normalisation et de l'utilisation qui est faite de ces documents. Sur cette deuxième partie, donc réglementation, normes rendues d'application obligatoire, Claire, je te laisse encore poursuivre sur les quelques slides qui suivent. Oui, alors effectivement, puisque voilà, je représente le ministère aujourd'hui, donc je vais peut-être plus me concentrer sur l'aspect réglementaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en général, les normes sont d'application volontaire, mais leur utilisation peut être rendue obligatoire par certains textes. Exemple actuel concernant les détecteurs de fumée. Nous avons pris un arrêté en 2013 qui rend la norme NFEN ISO 17025 obligatoire pour mener des essais en laboratoire. C'est-à-dire que les laboratoires devront absolument respecter les exigences, les caractéristiques techniques qui sont décrites dans cette norme 1725. L'objectif ici, c'est bien de s'assurer de la compétence et de l'impartialité des laboratoires qui testent les détecteurs de fumée et a fortiori de prévenir la propagation des incendies. Alors, le problème qui existe, c'est que ces normes, elles ont été développées par des organismes de normalisation qui sont des organismes privés. Ce sont donc des normes privées puisque des considérations de propriété intellectuelle se posent. Nous avons des problématiques d'accord entre l'utilisation de ces normes par les autorités publiques. C'est pourquoi, depuis le 23 mai 2023, après de longues négociations, la quasi-totalité des normes rendues d'application obligatoire est consultable sur le site de l'AFNOR que j'ai mis en bas de cette slide. Voilà, je vous ai pris une capture d'écran pour vous montrer comment faire. Si vous prenez sur le site AFNOR Édition, vous recherchez la norme 17025, vous voyez qu'elle est bien en vigueur, que c'est une norme d'application obligatoire. Et ce qui est entouré en jaune est le lien vers lequel vous pourrez consulter gratuitement depuis chez vous la norme si vous y trouvez un intérêt. Ouais, je remercie, je vous passe la parole, Yannick. Oui, merci. Donc, on voit bien là toute l'importance qu'a la normalisation lorsqu'elle est rendue d'application obligatoire. Donc, dans certaines situations, ça pouvait bloquer notamment l'innovation ou certaines solutions qui auraient pu être économiques. Et donc, en 2018, l'État, dans une grande loi qui s'appelle la loi pour un État au service d'une société de confiance, a pris un article, donc une décision qui permet, dans le domaine de la construction, de faciliter la réalisation de projets de manière innovante. Donc, il est possible de déroger aux exigences qui sont posées dans les réglementations et dans les normes rendues d'application obligatoire.
Bien entendu, ça suppose deux éléments fondamentaux. Tout d'abord, que l'expression de l'exigence soit formulée de manière performantielle, de façon à ce qu'on comprenne bien quels sont les objectifs à atteindre. Et puis surtout, pour celui qui va vouloir proposer une solution équivalente, d'avoir la capacité de pouvoir démontrer l'équivalence. Et donc, ça requiert des méthodes d'évaluation des propositions qui sont faites. Donc, quelles sont les grandes thématiques techniques sur lesquelles il est possible de proposer des solutions équivalentes? Vous voyez, il y a quand même un large champ, 9 domaines possibles, dont des domaines extrêmement importants et souvent contraignants. Sécurité et protection contre l'incendie, l'aération, l'accessibilité, la prévention du risque sismique ou cyclonique, les caractéristiques acoustiques, les matériaux et leur réemploi, les performances énergétiques et environnementales, la construction à proximité de forêts et la protection contre les insectes xylophages. Voilà, donc ce sujet, nous le développerons ensemble un petit peu plus mardi prochain dans le cadre de la Webmaster Class qui porte sur l'innovation, de l'innovation à la technique traditionnelle. Merci, je vous laisse poursuivre, Samuel. Oui, tout à fait, merci. Donc oui, vous allez voir, hein, je vous l'ai dit en préambule, sur certaines slides, sur certains sujets qu'on aborde, qu'on est obligé d'aborder parce que ça touche la thématique du jour. Certains sujets sont détaillés dans d'autres Web Masterclass, donc vous aurez le lien vers ces Web Masterclass à chaque fois. Sur la troisième partie, on va parler du coup des normes dans le cadre du domaine traditionnel et de la technique courante. Et donc c'est Naufal qui va nous présenter cette partie. Très bien, merci. Alors, donc, dans ce qui suivra, il me revient comme mission un peu d'introduire, si je puis dire, des notions un peu relatives à l'étage en dessous de ce que vient de présenter Yannick et Claire, dans la mesure où on va parler plutôt de référentiels techniques qui sont bien évidemment utilisés par les professionnels, que ce soit pour des besoins ou pour des raisons relatives, par exemple, à l'assurabilité des ouvrages ou de s'assurer de la pérennité de ces ouvrages. Mais avant cela, il serait bien aussi d'introduire une notion qui est un peu particulière dans le domaine de la construction, celle de la traditionnalité. Donc, on parle de domaine traditionnel et non traditionnel pour faire la distinction entre deux typologies d'ouvrages, à savoir des ouvrages qui utilisent des matériaux traditionnels, comme on a l'habitude de voir dans notre vie courante, à savoir le béton, la pierre, le bois, l'acier, avec des méthodes de construction qui sont éprouvées depuis, je dirais, plus d'une cinquantaine d'années pour les ouvrages en gros œuvres que j'ai cités tout à l'heure, et bien entendu avec des conceptions architecturales également qui sont communes et qui ont une durabilité avérée, des coûts prévisibles et notamment ne nécessitent pas des formations particulières ou un dire d'expert. Donc, toute cette description reflète ce que les professionnels entendent par construction traditionnelle. Opposé à cela, on se retrouve avec la notion de non traditionnel qui va regrouper le complément de ce que j'ai cité tout à l'heure, à savoir des matériaux innovants, des matériaux composites, des méthodes de construction qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours et dont la durabilité manque de retour d'expérience, ce qui fait qu'on a besoin de dire d'experts et éventuellement de formation particulière pour que ces méthodes ou méthodologies soient bien implantées ou implémentées. Tu peux passer à la suivante. Donc là, bien évidemment, qu'on soit dans le traditionnel ou non traditionnel, il faudrait bien avoir des référentiels techniques. Alors, pour tout ce qui est traditionnel, les référentiels, ils sont bien connus, hein, donc c'est tout ce qui est décrit dans des normes françaises homologuées, dans les NFDTU qui sont également des normes françaises, et certaines règles professionnelles. Alors, des règles professionnelles, ce sont des documents de référence
qui sont établis par des professionnels, des syndicats ou des unions de métiers, ou également des règles professionnelles qui sont établies dans le cadre de grands projets menés ou financés par les pouvoirs publics et qui ont pour mission justement de perpétuer cette traditionnalité et qui permettent derrière l'assurabilité des ouvrages. Mais on reviendra tout à l'heure. Donc, ce qu'il faudrait avoir comme distinction, c'est tout ce qui relève du traditionnel est couvert essentiellement par des normes et quelques règles professionnelles. Et après, tout ce qui ne l'est pas, et ce qu'on appelle aussi des process ou procédures ou ou procédés innovants sont gérés par une autre typologie de documents qui peuvent être des avis techniques, des avis de chantier ou d'autres référentiels techniques mis à disposition des professionnels. Alors, maintenant, quand on a parlé de la traditionnalité, on entend bien également qu'on est sur des ouvrages dont le risque est maîtrisé et pour lesquels les acteurs sont certains d'un retour d'expérience et d'une sinistralité qui n'est pas, je dirais, énorme et qui ne va pas gérer des problèmes liés à l'utilisation des ouvrages. Sachant que parmi les préoccupations ultimes des acteurs, c'est l'assurabilité des ouvrages dans le cadre, bien évidemment, de la réglementation française qui oblige à avoir une assurance. Donc, et quand on parle d'assurance, bien entendu, on parle de l'assureur. L'assureur, lui, il a besoin de maîtriser ses risques. Alors, par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, tout ce qui relève du domaine traditionnel sous-entend qu'on est sur des techniques qui sont maîtrisées, connues et reconnues sur tout le territoire et dans la sinistralité n'est pas, je dirais, avérée. Cependant, l'assureur ne peut pas se restreindre juste à ce qui est traditionnel. Donc, c'est pour ça qu'il parle de technique courante. Alors, dans cette technique courante, bien entendu, il va regrouper tout ce qui est traditionnel, mais il va l'élargir un petit peu, sous certaines conditions. Et parmi les élargissements qu'il va faire, il va accepter, par exemple, les avis techniques. Sous certaines conditions, bien entendu, que ces avis techniques soient considérés par la commission C2P et intégrés dans ce qu'on appelle la liste verte. Donc, tout ce qui est avis technique faisant partie de la liste verte de la C2P est considéré comme étant une technique courante. Rajouter à cela également des règles professionnelles qui sont également acceptées par la même commission et qui leur confèrent, si je puis dire, cette légitimité d'être assurés systématiquement dans le cadre des contrats d'assurance standard. Donc là, si tu veux bien passer à la slide suivante, là, on a un diagramme qui est très représentatif et très explicite que la C2P et la QC mettent sur leur site internet, qui identifie bien tout ce qui relève de la technique courante et de ce qui ne relève pas de la technique non courante. Donc vous avez bien regardé que les normes ENF-DTU, recommandations professionnelles RAGE, qui sont dans le cadre de financement public, sont considérées systématiquement comme étant technique courante. Une deuxième partie, qui sont les règles professionnelles, les avis techniques, les ATEX et éventuellement des passes innovation, nécessitent une analyse de la C2P justement pour avoir je dirais, cette estampille de technique courante. Tout le reste ne l'est pas, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit ou n'a pas la possibilité d'assurer, mais là, quand on est dans des situations de technique non courante, c'est que l'entrepreneur, le metteur en œuvre et également le maître d'ouvrage doivent se rapprocher de leur assureur pour éventuellement une extension d'assurance. Donc, le fait de dire qu'on est sous technique courante, qu'on n'est pas sous une technique courante ne veut pas dire qu'on est devant le fait accompli et qu'on ne peut pas réaliser l'ouvrage ou le procédé. C'est juste qu'on est dans une situation où on est amené à discuter et contractualiser avec son assureur pour pouvoir justement avoir l'assurabilité des ouvrages. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire sur la question, sachant qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure dans ce que je vais présenter quand on va parler plus concrètement des NFDTU. Voilà, je te laisse la main, Samuel.
Oui, merci Naufal. Donc en effet, là je l'ai rajouté aussi, hein, comme tout à l'heure. Ça, c'est un sujet qu'on va vraiment redévelopper dans la prochaine Web Masterclass. Donc vous voyez bien, il y a des grosses porosités entre le sujet des normes et puis ce sujet des techniques courantes et techniques non courantes. Donc voilà, on ira un peu plus loin. Il y aura dans cette masterclass de l'innovation, la technique traditionnelle, tout le détail des différentes règles de l'art, depuis le DTU jusqu'aux ATEX, aux ATEC, etc. Donc pas de panique sur ce côté-là, on y reviendra un peu plus en détail. On va passer sur la quatrième partie, la normalisation volontaire dans le bâtiment. Et du coup, je vais redonner la parole à Yannick. Oui, merci Samuel. Alors quand on parle de normalisation, tout d'abord, eh bien, de quoi parle-t-on? Normaliser, c'est avant tout travailler de concert entre acteurs multidisciplinaires dans un domaine pour eh bien, préparer des normes, hein. On dit d'ailleurs souvent, on dit des standards ou on dit standardiser, donc mettre en place les éléments qui sont communs à tous et qui sont considérés comme étant bien connus de tous. Donc cette norme, eh bien, elle va, une fois qu'elle est établie, servir de référence le plus souvent pour les contrats, mais on l'a vu préalablement, hein, également pour des objectifs éventuellement de réglementation, mais de sécurité et de réglementation, mais donc elle sert surtout dans les contrats à établir d'un côté à préciser le besoin, voilà ce que je veux, et de l'autre, pour l'autre acteur, à pouvoir amener la réponse correctement. Donc la norme va bien servir derrière à faciliter le dialogue entre les acteurs pour une bonne compréhension. Donc on va y trouver l'ensemble des techniques dans notre domaine, hein, qui portent sur donc, la construction au sens large. Donc on va avoir des normes qui peuvent être des normes de produits et matériaux de construction. Et en particulier, donc maintenant, il y a de plus en plus de normes qui sont harmonisées au niveau européen et qui servent pour le marquage CE et la libre circulation donc des produits de construction. On trouve également des normes qui portent sur les équipements et leurs installations. On trouve des normes qui portent sur la mise en œuvre, et Naufal tout à l'heure nous détaillera tout ce qui est normes DTU, un document technique unifié, donc comment réaliser dans les meilleures conditions possibles les ouvrages de construction, des normes sur la conception technique des ouvrages et leur dimensionnement. Par exemple, les Eurocodes sont des normes. Les activités ensuite relatives à la gestion et l'exploitation des ouvrages de construction, des normes sur la qualité, sur les services, sur l'entretien, la maintenance des ouvrages, sur la qualification des professionnels, des normes sur le développement durable dans la construction, on l'évoquait tout à l'heure avec Claire, donc y compris la performance et l'efficacité énergétique, et puis des normes également sur l'aménagement du territoire, les écoquartiers, les villes durables, les opérations d'aménagement durable. Voilà, donc tout un ensemble de normes sur nos différentes thématiques dans notre domaine de la construction et de l'urbanisme. Naufal, je te repasse la main sur ces sujets suivants. Très bien, merci Yannick. Alors, pour ce qui est de la suite, si tu veux bien passer à la suivante, Samuel. Alors là, plus concrètement par rapport à ce que vient d'expliquer Yannick, c'est juste pour que vous ayez un ordre d'idée sur déjà la composition du système français de normalisation. Donc, il est constitué bien évidemment sous l'égide de l'AFNOR, qui est le représentant français vis-à-vis de l'Europe et de l'international quant au sujet de normalisation, avec en support 23 bureaux de normalisation sectoriels, dont le BENTEC fait partie, comme je l'ai cité au tout début de ma présentation, quand je me suis présenté. Donc ces bureaux de normalisation, ils sont tous régis par le décret de 2009. Ils sont audités tous les 4 ans pour pouvoir opérer dans le secteur de la normalisation, et ils signent une convention de délégation. Alors, ces bureaux de normalisation ont pour mission de gérer des commissions de normalisation qui vont traiter d'un certain nombre de sujets en fonction de leur champ d'intervention. Par exemple, le BENTEC que j'ai cité tout à l'heure, donc on a un champ d'intervention qui couvre une grande partie de l'ensemble des corps d'État de métiers de la construction, mais spécifiquement et essentiellement en matière de mise en œuvre. C'est ce qui va nous ramener tout à l'heure au NFDTU.
Donc là, ce qui se passe, c'est que les bureaux de normalisation travaillent en respectant les règles de normalisation françaises pour établir des normes qui vont être publiées ensuite par l'AFNOR, tout en suivant un process de normalisation qui est présenté dans la slide suivante et qui est un processus, je dirais, basé essentiellement sur l'information élargie et la transparence, dans la mesure où à chaque fois qu'on est dans une situation de création de sujets, création de groupes de travail, révision d'une norme, complément d'une norme, on est dans une logique de transparence, c'est-à-dire que le travail et les évolutions doivent être transmises à l'ensemble des acteurs, parties prenantes et intéressées des sujets, et bien entendu, l'information. Et dans cette information, il y a aussi ce que l'on appelle l'enquête publique, qui est vraiment partie très importante, une partie très importante du processus de normalisation, qui va permettre à tous les utilisateurs de la norme qui sont sollicités par l'AFNOR avant la publication de la norme. C'est-à-dire qu'on sollicite les acteurs, on leur demande leur avis sur le projet qui va être proposé à l'homologation de l'AFNOR et qui, dans plusieurs cas, fait remonter des exigences du terrain pour essayer d'améliorer et d'adapter les normes en fonction des besoins du marché. Donc là, ce que vous allez lire à gauche, c'est essentiellement le processus décrit, je dirais d'une façon simplifiée, du processus de normalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc identification de besoins, rédaction d'un projet, validation par une enquête publique, ensuite homologation par la direction générale de l'AFNOR et ensuite la publication. J'ai voulu également mettre à côté le processus particulier des NFDTU, on reviendra après, avec une distinction particulière dans la mesure où on a un groupe de coordination des normes. Alors, ce groupe de coordination des normes, il est également sous l'égide de l'AFNOR et il a une mission de coordination de l'ensemble de la collection de DTU. Ça, vous comprenez bien qu'on est dans une collection qui va traiter d'une panoplie de sujets, avec une collection qui compte un peu plus de 120 documents à ce jour, et dans la coordination et l'évaluation de l'impact et des interfaces entre les sujets est très importante. Donc le rôle de ce GC Norbat est justement d'asseoir un certain nombre de règles pour permettre la cohérence de l'ensemble de la collection NFDTU. Donc, il est là pour valider les inscriptions au programme, c'est-à-dire quand on va rédiger ou quand on souhaite travailler sur un nouveau DTU, donc c'est ce GC Norbat qui va donner le feu vert pour qu'on puisse démarrer les travaux. Il sera là également au moment où la commission de normalisation termine son travail, justement pour valider que tout ce qui a été prévu à l'inscription du programme a été bien respecté et qu'on n'est pas sorti justement du cadre avec lequel nous avons informé l'ensemble des acteurs au moment de la révision ou de la création du sujet. Ensuite, après le dépouillement de l'enquête publique, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est une enquête où on fait intervenir des acteurs qui ne sont pas des membres de la commission, mais qui sont des acteurs économiques qui utilisent la norme. Le GC Norbat doit s'assurer également que le process a été bien réalisé dans de bonnes conditions et que tous les commentaires de ces acteurs ont bien été intégrés dans l'ordre du jour et ils ont été traités avec les motifs d'acceptation ou pas de ces demandes ou de ces recommandations. Mais en matière de DTU, on y reviendra d'une manière plus étoffée plus tard. Alors, en matière de construction, sachez que dans le domaine de la construction, et ça ce qu'on va voir dans la slide suivante, le domaine de la construction est impacté par un certain nombre de sujets. On va parler de l'acier, on va parler de la céramique, on va parler de la voirie, du gaz, du pétrole. Mais on peut considérer ces thématiques-là comme des thématiques, je dirais pas annexes, mais qui sont intimement liées au secteur de la construction. Et il y a justement certaines normes
qui transitent aussi vers le domaine de la construction et sur lesquels nous sommes vigilants, que ce soit au niveau du GC Norbat ou au niveau du COS Construction. Cependant, au niveau de la construction pure et dure, on a en France 4 bureaux de normalisation sectoriels qui traitent vraiment de sujets relevant de la construction, que ce soit des produits, des normes d'essai, des normes de calcul comme les Eurocodes, dont a parlé Yannick tout à l'heure, ou de mise en œuvre comme c'est pour le BENTEC. Donc on compte le BNBA qui travaille sur les sujets du bois, donc bois en tant que structure ou bois en tant que produits et matériaux de finition, les parquets notamment. Donc le BNCM spécialisé dans tout ce qui est construction métallique, le BNIB, donc comme son nom l'indique, le béton, et bien évidemment le BENTEC que j'ai présenté au tout début. Sachant que en tant que bureau de normalisation sectorielle, on ne couvre pas la totalité des sujets. On va retrouver 40% de la production des normes de la construction chez l'AFNOR et qui touche essentiellement des normes de produits. Alors, l'AFNOR, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est elle qui publie les normes, mais ça ne veut pas dire que toute publication de l'AFNOR est une norme. Donc, la norme, comme on l'a expliqué depuis le début de cette masterclass, ce sont les normes homologuées. Donc, une norme homologuée, c'est un document qui commence par la référence NF. Donc, comme vous le voyez là, on a une NFEN, donc ce qui veut dire que c'est une norme européenne qui a été établie au niveau européen, qui a été ratifiée et que la France a repris dans sa collection française et lui a justement conféré ce sigle NFEN. Et pour information, de par notre obligation européenne, la France est dans l'obligation de reprendre toutes les normes européennes dans un délai normalement qui ne dépasse pas les 5 mois, et d'annuler toute norme française équivalente. Parce qu'une chose que peut-être on n'a pas rappelé au tout début, c'est que la règle essentielle dans la normalisation, c'est qu'il y a un sujet, une norme en face. On ne peut pas avoir un sujet qui peut être traité par 2 normes différentes. Donc la règle importante, et du coup cette règle, elle est dupliquée au niveau français. Donc dès qu'on adopte une norme européenne en tant que NFEN, donc on est dans l'obligation de supprimer la norme française équivalente. Dans un second temps, on a les normes franco-françaises, donc on appelle franco-françaises, typiquement françaises, comme par exemple les DTU, et là on va lire NFDTU, ce qui veut dire qu'on est en présence d'une norme de mise en œuvre qui est DTU, document technique unifié, mais sous forme de norme. Ensuite, on a une troisième catégorie qui sont des normes NF-ISO. Je parle surtout du secteur de la construction, parce que dans la construction, vous allez trouver essentiellement des NFEN, des NF tout court ou des NF-ISO. Alors, au niveau de l'ISO, l'obligation n'est pas la même qu'au niveau européen, c'est-à-dire que c'est au bon vouloir de la commission de normalisation de décider si elle souhaite reprendre une norme ISO dans la collection française. Et c'est pour cela que vous allez lire directement NF-ISO, donc il n'y a pas un passage au niveau européen. Et par exemple, pour les mortiers, joints et cols, la commission en charge du sujet n'a pas souhaité écrire une norme française, donc elle a adopté directement une norme ISO. Bien évidemment, en participant aux travaux au niveau international pour que les intérêts français et que la vision française soient répercutée sur ces documents-là. Donc, retenez-le bien, AFNOR ne publie pas que des normes, elle peut avoir d'autres publications, à savoir des fascicules de documentation. Donc, quand vous allez lire FD, DTU par exemple, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le cadre d'un document normatif, mais plutôt d'un fascicule de documentation. Des documents qui sont également édités par les commissions de normalisation, mais qui n'ont pas suivi le processus de normalisation. Globalement, ce sont des documents qui sont considérés comme étant des guides, que ce soit des guides pour mieux expliquer ou expliciter la norme, des fois, ou parfois, comme c'est le cas dans le secteur de la construction, comme étant des guides de choix à destination des maîtres d'œuvre ou des maîtres d'ouvrage pour bien rédiger leur contrat de travaux. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec cette partie-là.
Et là maintenant, si vous le permettez, je vais passer à la partie la plus, je dirais, la plus concrète, à savoir les normes de mise en œuvre, les normes DTU, où on est, je dirais, face à des documents assez atypiques par rapport à l'ensemble des normes qu'on peut retrouver publiées par AFNOR, dans la mesure où on est en face de ce qu'on appelle des contrats types de marché de travaux. Alors, des contrats types de marché de travaux, on sort un peu du cadre de la norme AFNOR comme on a l'habitude de voir dans d'autres secteurs, et on se retrouve dans une situation où on fait intervenir plusieurs intervenants. Donc, vous savez très bien, dans le secteur de la construction, on a essentiellement 5 grandes catégories d'intérêts qui doivent être représentées dans ces documents, à savoir les entrepreneurs de travaux, les contrôleurs techniques, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, et également je dirais des représentants de l'État ou des représentants d'experts judiciaires ou d'experts d'assurance. Alors, je dirais cette structure est due tout d'abord à l'histoire, parce que ce qu'il faudrait savoir, c'est que les DTU à la base étaient rédigés par le CSTB dans le cadre de commissions techniques qui ont été créées depuis les années 50 sous l'impulsion des pouvoirs publics de l'État pour un peu, je dirais, pas réglementer, mais essayer d'harmoniser un peu ce qui se fait de mieux dans les contrats de marché de travaux. Donc, l'idée de base était de recueillir ce qui se faisait de bien dans l'ensemble des marchés de travaux des promoteurs immobiliers de l'époque et des professionnels de l'immobilier pour arriver à diffuser des documents contractuels qui peuvent être reconduits ou auxquels on peut faire appel dans les marchés de travaux. Alors, de fil en aiguille, on est arrivé au début des années 80, fin des années 90, pardon, et 2000, où on est entré dans le cadre du marché européen et la normalisation européenne. Et qui parle de normalisation européenne parle également d'harmonisation. Et la question s'est posée aussi au niveau des normes de mise en œuvre. Donc, et c'est à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on a commencé même la Commission européenne commencer à essayer de voir ce qui se passait au niveau des pays du marché européen. Donc, au niveau français, on n'avait pas de normes, mais on avait les DTU. D'où la raison, justement, de transformer les DTU en normes pour justement les présenter comme étant les normes de mise en œuvre franco-françaises et qui respectent la tradition française. Donc, ce sont en effet des contrats types de marché de travaux, mais il reste bien entendu des normes d'application volontaire, comme Claire l'a souligné tout à l'heure. Ils ne sont applicables qu'au moment où ils sont mentionnés dans un contrat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont mentionner un certain nombre d'exigences techniques et contractuelles quant à la réalisation des ouvrages. Bien entendu, en restant dans un cadre traditionnel, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en essayant de ne reporter dans ces documents que les techniques largement répandues sur tout le territoire et qui ne nécessitent pas une expertise, je dirais, au-delà de ce qui est maîtrisé par les entreprises. Alors, en matière de composition de ces documents, si tu veux bien passer à la suivante, les documents DTU sont structurés de façon à distinguer tout ce qui est technique de tout ce qui est matériaux et de tout ce qui est clause administrative. Donc, pour la plupart, on connaît ou on reconnaît les DTU par les cahiers des clauses techniques, qui sont vraiment la description de la technique de mise en œuvre. Mais comme vous le savez, une technique de mise en œuvre, elle ne va pas toute seule. Il lui faut des matériaux derrière. Et c'est le rôle de ce deuxième cahier qui s'appelle le cahier des critères généraux, des choix de matériaux, qui va permettre de distinguer quels sont les produits qu'on devrait utiliser dans le cadre de la technique décrite dans le CCT pour rester dans le concept de la technique traditionnelle. Donc,
Ensuite, on a la partie qui vraiment confère cette particularité au DTU, qui sont des contrats types de marché de travaux, où vous allez trouver le cahier des clauses administratives spéciales qui va, en quelque sorte, gérer la relation contractuelle entre l'entreprise et le maître d'ouvrage. Elle va identifier un certain nombre d'éléments qui sont essentiellement ce qui est compris et ce qui n'est pas compris dans le marché de travaux. Donc là, et ça, c'est très important parce que ça permet de bien identifier quelles sont les limites de chacun des métiers. Je vais évoquer tout simplement le DTU 26.1 sur les enduits, où au moment de l'acceptation du support, il se peut qu'il y ait des micro-fissures sur la façade. Là, typiquement, l'enduiseur peut éventuellement se permettre de réparer ces micro-fissures, sous certaines conditions, bien évidemment, alors qu'il ne peut pas traiter, par exemple, tout ce qui est fissure au-delà de, je ne sais pas quoi, de 1 cm. Donc là, ça permet de bien identifier et de bien clarifier quelles sont les limites de chacun de ces métiers. Et par conséquent, par exemple, si je reste sur l'exemple de la fissure sur une façade en béton, par exemple, ce n'est pas au métier de l'enduiseur ou DTU de l'enduiseur de traiter de ce sujet-là. Le renvoi serait éventuellement vers d'autres textes ou référentiels techniques. Sachant que les DTU ne sont pas figés dans cette structuration, certes, les 3 premières parties, je dirais, elles sont obligatoires, vous allez les retrouver dans tous les NFDTU. Néanmoins, les commissions de normalisation peuvent se permettre, ou si je puis dire, ont la latitude de proposer des compléments, des annexes, des mémentos, des guides, des règles de calcul simplifiées qui peuvent être soit partie de normes, donc ce sera des documents normatifs, ou peut-être des documents, je dirais, informatifs. Et là, dans ce cas-là, on va plus être dans le FDDTU et pas dans ce qu'on appelle le NFDTU. Alors, en matière je dirais de lecture, ce qu'il faut savoir, c'est que l'élément central du DTU, bien entendu, c'est le CCT. Et dans ce CCT et dans tous les NFDTU, vous allez trouver les 4 premiers articles qui ne changeront jamais, à savoir le domaine d'application. Et ce domaine d'application, il est très important. Pourquoi? Parce qu'il va définir exactement la typologie d'ouvrages qui sont couverts par ce DTU, éventuellement les limites proposées au niveau de la technique décrite et également les territoires couverts, parce que le DTU ne va pas se permettre, par exemple, de couvrir les départements et régions outre-mer s'il n'a pas d'expertise dans le sujet ou si la question n'a pas été proposée lors des travaux de la commission. L'article 2 et 3, ce sont des articles également que vous allez retrouver dans la majorité des normes, donc il va juste identifier toutes les références normatives qu'on va citer dans le texte. Les définitions qui sont également très importantes au niveau des DTU, qui vont définir toute la terminologie du métier. Vous comprendrez bien que, par exemple, un terme qui définit quelque chose dans un métier peut avoir un autre sens dans un autre métier. Donc, l'utilité de cet article, elle est très importante dans la mesure où, pour éviter toute confusion, il est intéressant justement de définir la terminologie, je dirais, propre au métier, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame et que pour qu'on puisse échanger avec la bonne terminologie. L'article 4, qui est juste un article avec une seule phrase qui va renvoyer vers le CGM, dans la mesure où cet article va expliciter le fait que pour rester dans le cadre du DTU, on va utiliser la technique décrite dans le présent document et en se référant aux exigences que nous avons décrites dans le CGM. Alors le CGM, c'est ni plus ni moins un référentiel des produits et des accessoires utilisés pour réaliser l'ouvrage décrit dans le domaine d'application, avec la distinction des normes qui vont bien et éventuellement la définition des seuils. Par exemple, le produit Intel répondant à la norme NFEN Intel et en listant les caractéristiques et bien entendu des exigences quant à la résistance, la perméabilité, l'imperméabilité à l'air, à l'eau, et en fixant éventuellement des seuils. Parce qu'une des objectifs aussi des DTU, c'est aussi la prise en compte de l'aptitude à l'emploi du produit.
Le fait d'avoir un produit normalisé ne veut pas dire directement que ce produit est utilisable dans le cadre du DTU. Il faut qu'il soit en effet normalisé, mais avec un certain nombre de critères et un certain nombre de seuils identifiés pour qu'il puisse être intégré dans l'ouvrage. La rédaction des DTU aussi, donc tu peux passer à la suivante, nécessite un certain nombre de règles. Donc ces règles-là, donc bien entendu, elles vont répondre aux règles de normalisation française et de rédaction des normes, mais la spécificité du document en tant que contrat type de marché, je dirais, lui impose aussi des règles complémentaires, à savoir la plus importante, celle de se dire toujours que c'est le client qui s'exprime en s'adressant à l'entrepreneur. Donc, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au tout début, c'est la genèse du DTU était le recensement des cahiers de charges établis par les donneurs d'ordre de l'époque. Donc, c'était des maîtres d'ouvrage qui s'exprimaient et par conséquent, le DTU est un document qui décrit les besoins du client et qui est à destination de l'entrepreneur, avec une mission essentielle, celle d'être un document descriptif et non performantiel, avec des spécifications qui sont vérifiables sans ambiguïté, tout simplement parce que c'est un document contractuel et qui va permettre également le contrôle et la vérification des ouvrages tout au long du chantier. Ce qui veut dire que le fait de proposer des éléments dans le texte qui ne peuvent pas être vérifiés de façon naturelle peut causer problème. Donc, c'est également la deuxième règle principale quand on essaye ou quand on se propose de rédiger des DTU. Après, le DTU, certes, c'est une norme. Elle décrit des techniques traditionnelles, mais sans pour autant se permettre d'interdire quelque chose. Pourquoi? Parce que des fois, on a, par raisonnement simpliste, dire que tout ce qui est en dehors du DTU est interdit. Non, ce n'est pas vrai. Le DTU, il a pour mission de cadrer un sujet dans son domaine d'application, identifier les produits qui vont bien, avec une relation contractuelle entre l'entreprise et son maître d'ouvrage, sans se préoccuper de ce qui va être instauré en dehors de ce cadre. Donc tout ce qui est en dehors de ce cadre n'est pas couvert par le DTU, certes, mais le DTU ne se permet pas de l'interdire. Donc le fait de dire qu'il est interdit d'utiliser tel procédé ou tel processus ou tel matériau, ça, vous n'allez jamais le trouver dans un NFDTU. Et également, on ne va jamais parler de la qualification de l'exécutant parce que c'est considéré comme étant un document professionnel destiné à des professionnels. Donc, il n'a pas justement cette, je dirais, cette mission de qualifier l'exécutant dans la mesure où on est sur des techniques traditionnelles, je dirais, maîtrisées par tous. Alors, le dernier volet de ce qu'on ne peut pas également introduire dans un NFDTU, c'est d'imposer des certifications ou des avis techniques. Alors, la certification, c'est simple, hein, c'est la règle essentielle de la normalisation, c'est qu'on ne peut pas citer de marque. La certification étant une marque, donc ça peut être considéré comme une orientation vers le marché. Donc, le NFDTU s'interdit de citer d'imposer une certification. Cependant, il a la possibilité de la citer comme étant une référence. Alors, on la cite en tant que référence dans la mesure où on a décrit, par exemple, pour la plupart du temps, la certification concerne les produits, où on va citer un certain nombre de caractéristiques avec des essais, avec des seuils liés à leur résistance ou autres. Et à la fin de la liste de ces exigences, le DTU se permet de proposer un nom d'une certification qui va répondre aux besoins du DTU. C'est à peu près ce que expliquait tout à l'heure Claire dans la partie présomption de conformité. Donc la certification peut être une solution proposée aux acteurs justement pour répondre aux exigences du DTU. Après, il y a l'avis technique. Alors, l'avis technique, comme vous l'avez bien compris tout à l'heure, relève de la technique non traditionnelle et de la technique innovante.
Le DTU étant un document qui reflète la traditionnalité, donc il ne peut pas en même temps traiter de l'innovation et par conséquent ne peut pas traiter de la vie technique. Donc c'est là où vraiment la séparation qui est franche et nette entre le DTU et la vie technique. Bien évidemment, les deux se prévalent, les deux permettent de réaliser des ouvrages et les deux permettent également aux acteurs de, si je puis dire, d'assurer leur ouvrage. Bien évidemment, le DTU, les ouvrages du DTU sont couverts systématiquement, alors que ceux de la vie technique doivent passer par la case C2P, mais la finalité est que les deux peuvent nous amener au même résultat. Alors, j'ai également ajouté une slide quant à la lecture du DTU, donc c'est chose que j'avais dit tout à l'heure. Donc, c'est juste pour rappeler qu'on est sur 3 parties, avec une technique décrite, une liste de matériaux et une partie contractuelle qui a pour mission de gérer la relation contractuelle entre l'entreprise et le maître d'ouvrage, avec comme clé d'entrée toujours l'article numéro 1 qui est le domaine d'application. Donc, je le répète et je le redis encore une fois, c'est que le point d'entrée du DTU, c'est toujours le domaine d'application. Des fois, il arrive que rien en regardant ou en analysant le domaine d'application, on peut déjà avoir comme première réponse, est-ce qu'on est dans le cadre du DTU ou pas? Parce que le fait de ne pas être dans le cadre du DTU, déjà, ça nous épargne le fait d'aller chercher dans le DTU pour savoir si en effet on a raison ou pas, ou on doit suivre le document ou pas. Voilà. Alors, si on passe à la suivante, il faudrait savoir également que le DTU est un document contractuel qui décrit une mise en œuvre, qui décrit des travaux. Alors, ça veut dire qu'il prend début au moment de l'ordre de service, c'est-à-dire qu'au moment où l'entreprise a signé son contrat de travaux, et prend fin au moment de la livraison. Donc ça, c'est très important. Donc tout ce que vous allez trouver dans le DTU va décrire juste dans ce laps, tout ce qui va se passer dans ce laps de temps, à savoir démarrage des travaux et fin des travaux, à savoir la réception, qui est un acte juridique. Et d'ailleurs, dans les DTU, vous n'allez pas entendre souvent parler du mot réception, mais plutôt d'acceptation, parce que couramment, on a tendance à parler, quand on réalise un ouvrage, qu'on a besoin d'accepter un support, et par abus de langage, on parle de réception. Non, ce ne sont pas des réceptions, mais plutôt des acceptations de support, parce que, comme vous le savez tous, la réception étant un acte juridique et qui remet la responsabilité au maître d'ouvrage quand il prend possession de son ouvrage. Donc ça, c'est très important et il faudrait bien l'intégrer également quand vous êtes en présence de ces textes-là. Voilà, alors ce sont des textes introduits dans les marchés de travaux, bien évidemment, avec un processus de normalisation qui, par moment, va permettre l'actualisation et la mise à jour de ces documents, et ce qui remet en question l'applicabilité de ces textes dans les contrats de marché de travaux. Alors, quand est-ce qu'on applique un NFDTU? On l'applique en fonction de son millésime. Alors, si tu veux bien passer à la suivante, on peut être dans le cadre d'un marché de travaux privé. Et là, dans cette situation, on peut être dans le cadre d'un marché de travaux qui se réfère à la fameuse norme NFP 03001, qui est en quelque sorte le CCAG des marchés de travaux privés. Et là, il faudrait plutôt se référer au paragraphe 8.14, qui indique que les normes applicables sont celles dont le mois de prise d'effet figurant sur le document est antérieur de 3 mois à celui du lancement de la consultation, sauf indication contraire indiquée dans les normes, c'est-à-dire dans les DTU. Et on est dans une deuxième situation où on ne se réfère pas à cette norme P03001, parce que bien évidemment, la norme étant d'utilisation volontaire, donc les acteurs publics peuvent ne pas en faire référence. Et là, par conséquent, c'est le marché qui fait foi.
Et par conséquent, c'est l'entreprise qui doit établir son prix avec les règles dont il a connaissance et porter à la connaissance de son client la publication d'un nouveau DTU entre le moment où il a signé son contrat et le moment où il entame ses travaux. Après, il y a également, vous le savez très bien, hein, c'est que les DTU sont également utilisés dans les marchés de travaux publics. Et là, dans ces situations-là, bien évidemment, on va se référer plus au CCAG des marchés de travaux publics, où il est explicité également dans les articles 23.1 et 1045 que l'applicabilité des normes sont considérés par rapport au premier jour du mois d'établissement des prix. Et quand il n'y a pas d'établissement des prix, on se réfère au premier jour du mois calendaire qui précède la signature de l'acte d'engagement. On n'a pas de mémoire de slide qui explicite ça, mais de toutes les façons, quand vous êtes dans une situation où vous êtes amené à appliquer le CCAG des marchés publics, il vaudrait mieux le regarder, essentiellement l'article 23.1 et 1045 de mémoire. Voilà. Alors, et pour conclure maintenant, par rapport à ce qu'a dit Claire, Yann, et ce que je vous ai présenté, il y a toujours cette question existentielle, si je puis dire. Est-ce que le DTU est obligatoire ou pas? Là, par construction, on considère bien que le DTU, de toutes les façons, un moment ou un autre, va devenir obligatoire, que ce soit imposé dans le contrat de marché de travaux ou dans le contrat de l'entreprise vis-à-vis de son assureur. Néanmoins, même si le DTU n'est pas cité dans le contrat, ça peut être considéré comme un élément prépondérant au moment des expertises. Et ô combien de fois les NFDTU sont considérés comme vraiment un élément important pour, je dirais, pour apporter des éléments de réponse, même si je dirais, la traditionnalité de l'ouvrage n'est pas avérée, pour la simple et bonne raison que ce sont des documents qui ont, je dirais, leur place dans le marché et qui ont une notoriété, que ce soit par leur processus d'élaboration ou par la qualité de l'expertise qui la rédige. Donc là, la question d'obligatoire ou pas obligatoire, certes, c'est un sujet qui peut être, je dirais, polémique, mais il faudrait, autant que faire se peut, se calquer sur le modèle des DTU parce que de toutes les façons, ça reste vraiment les documents de référence qui permettent d'identifier les bonnes règles de construction et qui permettent d'avoir justement un socle de base pour l'ensemble des techniques réalisées et qui sont existantes sur le marché français en particulier. Voilà, donc j'ai terminé avec la partie DTU. Je pense que c'était la partie la plus consistante de cet après-midi. Et je vous remercie et je te laisse la main, Samuel. Merci Nafal, merci beaucoup à tous les trois pour l'exhaustivité de la présentation sur ces normes. Et du coup, on arrive sur cette dernière partie. On comprend bien l'importance de cette dernière partie puisque toute la question des normes, elle s'appuie sur l'expertise des professionnels, donc vous. Et du coup, cette partie, c'est comment participer aux travaux de normalisation. Et du coup, c'est Claire qui va reprendre le début de cette présentation pour voilà, comment vous, en tant que professionnel, vous pouvez intégrer ce parcours. Merci Samuel. Alors, effectivement, une fois qu'on vous a présenté tous ces éléments, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi s'impliquer? Ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que la normalisation, c'est une activité d'intérêt général. Souvenez-vous, si vous recherchez une fenêtre qui n'éclate pas à la première bourrasque, une toiture qui ne s'effondre pas, les normes sont des outils pour vous guider. Il y a une réelle utilité publique dans ces documents. Ça permet aussi de fournir des documents de référence qui sont élaborés par toutes les parties intéressées, parce qu'on a effectivement une grande diversité d'acteurs dans les commissions de normalisation. Ça permet aussi de faire une pratique de lobby. Vous pouvez, au sein de ces commissions, promouvoir vos propres intérêts, définir l'état de l'art
et en particulier les spécificités en Outre-mer. Vous pouvez, dans ces commissions, faire valoir ces spécificités, par exemple en termes de besoins, en termes de climat ou de risques. C'est grâce à ces outils que vous pourrez réellement avoir des méthodes techniques dans, par exemple, vos contrats de travaux. Ensuite, vous pouvez également y mener une analyse comparative des pratiques concurrentes et plus particulièrement, cela sert également à valoriser les pratiques environnementales vertueuses ou innovantes. Alors, une chose très importante à noter, c'est que depuis le décret de 2009, depuis aucune contribution financière n'est demandée aux associations, aux PME, aux syndicats, etc., selon certaines conditions. Donc, voilà, ce n'est pas seulement réservé à des grosses structures. Vous pouvez aussi, en tant que PME respectant certains critères, y participer gratuitement. Je vous ai partagé ici les grands enjeux identifiés par AFNOR pour cette année et l'année prochaine. Sans les citer, vous voyez les mots-clés: économie d'énergie, décarbonatation, adaptation au changement climatique, résilience des infrastructures, mais également rénovation urbaine ou encore territoire intelligent. Voilà, donc c'est là-dessus que la normalisation actuelle va se concentrer. N'hésitez pas si vous y trouvez un intérêt. Moi, je n'ai qu'un seul message à vous faire passer, c'est lancez-vous. Voilà. Merci Claire. Et du coup, Nafal, je te redonne la parole pour le côté peut-être pratico-pratique de comment ça se passe. Oui, donc, je vais expliquer rapidement comment ça se passe. Bien entendu, c'est un travail, si je puis dire, régi par des règles et un engagement des participants, mais il ne s'écarte pas du quotidien de l'acteur dans le secteur de la construction. Ce sont des commissions techniques qui vont, pour la plupart du temps, travailler des documents qui sont déjà proposés à la commission et qui vont commenter au fur et à mesure. Par rapport aux règles, donc une commission de normalisation, elle a toujours un président de commission, donc qui a le rôle d'animer les réunions, de rechercher le consensus, parce que là, une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, c'est que en normalisation française, on a une règle qui est un peu, je dirais pas contraire, mais qui sort du cadre de ce qu'on peut trouver dans la normalisation européenne, qui est celle du consensus, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de vote. C'est-à-dire, ce n'est pas que les plus forts qui sont là et qui vont voter et qui vont réussir à sortir les projets. Donc, on est toujours dans la construction du consensus et que le président ne se permettra pas de proposer un projet à la publication tant qu'une ou plusieurs parties ne sont pas d'accord ou une minorité ne sont pas d'accord sur l'issue donnée au document. Le président est secondé par un secrétaire de commission, donc là un secrétariat plus technique qui s'occupera de la logistique, de la rédaction du texte et aussi du rappel des règles de la normalisation. Donc l'ensemble des règles que je vous ai présentées tout à l'heure, notamment pour tout ce qui est rédaction des NFDTU. Donc son rôle, c'est d'orienter les experts vers des rédactions qui coïncident en partie avec les règles de normalisation et également la rédaction des NFDTU quand il s'agit de DTU. Et bien entendu, un groupe de membres qu'on appelle des experts qui vont participer aux réunions, qui vont contribuer, commenter et le plus important, représenter des catégories d'intérêt, les fameuses catégories d'intérêt que j'ai citées tout à l'heure, donc les entrepreneurs, les fabricants, les contrôleurs techniques, éventuellement des assureurs, des experts judiciaires quand c'est nécessaire. Alors, en matière d'attente, si je puis dire, de la commission, quand vous êtes expert d'une commission, bien entendu, il s'agit d'un travail d'intérêt général, comme l'a signalé Claire. Donc, l'engagement et la contribution
c'est quelque chose qui est dans l'ADN des commissions et dans l'ADN des experts qui souhaitent participer. Alors, avec bien évidemment un certain nombre de règles, c'est-à-dire qu'on n'est pas, qu'on ne vient pas expert d'une commission juste pour écouter, mais surtout pour contribuer et s'engager dans la mesure du possible, bien entendu. On n'est pas dans une logique de critique, mais plutôt dans une logique de proposition. C'est-à-dire que vous êtes expert, vous êtes le bienvenu, mais il faudrait que vous soyez également moteur. Et vis-à-vis du consensus, une fois que le consensus est établi, c'est que tous les membres s'engagent à respecter ces décisions. Après, en matière de définition de consensus, en effet, ça reste dans certaines situations une définition, si je puis dire, subjective, mais ce qu'on peut vous assurer, c'est que, quoi qu'il en soit, le consensus est établi à la fin de chaque travail et que on essaye toujours de tendre vers l'unanimité et tendre vers un consensus sans opposition, si je puis dire, forte. Voilà, alors pour revenir au sujet et à l'introduction de ce webmaster et pour rester dans le cadre des assises de la construction durable, il m'a été également demandé de présenter un peu ce qui se fait actuellement au niveau du BENTEC dans le cadre des départements et régions outre-mer. Donc, en tant que BENTEC et sous l'impulsion du président du BENTEC et de la Fédération française du bâtiment, les outre-mer font partie aussi de nos objectifs pour les années à venir et dans la mesure où il faudrait qu'on puisse intégrer cette expertise dans les NFDTU. Donc, c'est une volonté du BENTEC et également une volonté des parties prenantes dans ces territoires. Donc, j'en cite à l'heure actuelle 3. Donc, l'île de la Réunion qui était la première à nous solliciter. La Nouvelle-Calédonie avec laquelle le BENTEC a signé récemment une convention justement pour travailler sur les thématiques essentiellement de mise en œuvre et les Antilles qui sont en cours de, je dirais, de préparation d'organisation pour intégrer également le travail du BENTEC. Alors, pour résumer, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, j'ai vu utile de vous présenter un peu ce qu'on a, je dirais, établi comme règle au niveau de l'île de la Réunion, avec la création d'une, ce qu'on a appelé une antenne BENTEC, qui a pour mission, déjà, dans un premier temps, de sensibiliser les acteurs locaux en créant des groupes de travail avec des experts qui vont traiter de thématiques qui correspondent aux besoins de l'île et d'engranger ça dans des synthèses techniques et les reporter au BENTEC au travers du GC Norbat pour justement essayer d'identifier quelles sont les commissions de normalisation qui peuvent justement s'emparer de ces sujets-là. Là, actuellement, on est sur des projets DTU, à savoir, par exemple, je peux en citer un qui est le 20.1, le DTU des maçonneries en petit élément, où l'expertise de la Réunion, via un groupe de travail, a souhaité créer une partie de DTU totalement indépendante, spécifique à l'île de la Réunion. Donc là, c'est un travail qui a été déjà travaillé en amont dans ce groupe de travail et porté à la connaissance du BENTEC, qui, à son tour, l'a apporté à la commission métropole en charge de ce sujet-là. Donc, il y a eu des allers-retours et une fois que, je dirais, le périmètre du travail a été établi, donc le BENTEC a proposé au groupe de coordination des normes. Je vous rappelle que c'est le groupe qui permet la coordination de l'ensemble des thématiques de la collection DTU et c'est lui qui a donné le là pour qu'on puisse inscrire au programme ce sujet-là et le proposer comme étant un projet de norme. Donc là, c'est un travail qui est en cours. Il a passé l'étape enquête publique et là, on est en phase de dépouillement de l'enquête et de retravailler le document pour permettre sa publication, j'espère, dans les mois à venir. Donc, l'élément central de ce travail, il est concentré, si je puis dire, au niveau du département de la région Outre-mer. C'est-à-dire que le BENTEC n'est pas
dans la logique de promouvoir la normalisation, mais il est dans l'attente des demandes. Et la logique, c'est que ce sont les acteurs qui s'organisent, qui proposent des sujets, qui les remontent au BENTEC. Donc, et le BENTEC, et d'ailleurs les autres bureaux de normalisation travaillent de la même façon, d'ailleurs AFNOR aussi, ils sont en attente des demandes, les instruisent et ensuite elles les orientent, que ce soit vers une commission de normalisation quand il s'agit d'une norme autre que le DTU, et qui vont passer pour le cas des DTU dans ce qu'on appelle le GC Norbat DTU, qui va ensuite orienter le sujet et permettre son inscription. Et je tiens à dire qu'une fois que le projet est inscrit, là maintenant il sera annoncé comme étant un sujet de normalisation de la commission métropole. C'est-à-dire que ce sont les acteurs de l'outre-mer qui vont être partie prenante dans les travaux de commission, justement pour élaborer le projet de DTU pour lequel ils sont arrivés. De manière plus concrète, juste pour donner un peu de visibilité sur l'organisation en interne, par exemple, au niveau de l'île de la Réunion, tu peux passer à la suivante. Vous allez remarquer que, bon, à leur niveau, ils se sont organisés sous forme de 4 grands groupes d'experts qui regroupent les clos et couverts, les équipements techniques, les aménagements finitions et le gros œuvre. Donc, ce sont des sujets pour lesquels ils ont leur expertise, des animateurs de groupes de travail. Et ces animateurs, une fois qu'ils ont quelque chose de concret ou une demande pertinente, vont remonter ça au secrétaire dédié. Là, au niveau de la Réunion, on a une secrétaire de BENTEC, de l'antenne BENTEC, qui va justement jouer le rôle d'intermédiaire vis-à-vis du BENTEC et du GC Norbat. Ceci étant, la communication ne se fait pas juste dans un seul sens, à savoir département vers métropole, mais dans l'autre sens. À notre tour, en tant que bureau de normalisation, on informe la secrétaire de l'île de la Réunion de tous les travaux inscrits au programme, de toutes les demandes de révision, pour qu'elle puisse aussi orienter vers les groupes d'experts en leur indiquant que bon, la commission métropole est en train de réviser un DTU, ce qui va lui permettre de s'organiser et de rebondir pour savoir s'ils ont des demandes particulières. Et c'est une façon pour nous également, BENTEC et autres commissions de normalisation, de profiter de l'expertise outre-mer pour abonder dans le sens d'avoir une collection DTU qui couvre l'ensemble des territoires ultramarins français. Après, en tant qu'expert, donc en tant que partie prenante des sujets de normalisation, vous avez plusieurs façons de communiquer ou d'entrer en contact avec nous. Donc, l'actualité, elle est bien entendu disponible sur le site de l'AFNOR, qui est norminfo.afnor.org. Donc, c'est une plateforme très intéressante. Donc, je vous invite à vous y inscrire. En choisissant les thématiques et les sujets, voire les normes qui vous intéressent. Et comme ça, vous serez informé de leur évolution. Vous serez informé quand les travaux démarrent, vous serez informé quand les enquêtes publiques seront lancées, et vous serez également informé quand le projet est publié. Donc, c'est très important pour les acteurs d'avoir justement des signaux comme ça qui vous permettent, dans un premier temps, de participer aux travaux de normalisation, pourquoi pas, de vous préparer quand vous saurez qu'il y a des projets de normalisation qui se préparent, et également prendre connaissance des nouvelles normes qui sont publiées. Sachant qu'au niveau du BENTEC aussi, on a également un site internet qui va vous permettre d'avoir une connaissance, je dirais, à l'instant T, de l'ensemble des travaux DTU sur lesquels nous travaillons. Donc, je vous ai fait une capture d'écran avec déjà la première page qui va apparaître devant vous. Vous allez avoir déjà les derniers DTU, non, tu restes sur la même, les derniers DTU qui sont en cours d'élaboration, sachant que la liste complète, vous allez la trouver dans l'onglet Travaux en cours. Et vous pouvez également demander à participer. Il y a un onglet Participer qui vous permet d'entrer en contact avec les secrétaires de commission pour demander
des informations ou éventuellement demander à ce que vous puissiez participer. Sachant que la participation dans les commissions de normalisation BENTEC ne sont pas soumises à des frais. Donc la volonté des membres fondateurs du BENTEC ont souhaité que l'accès aux commissions soit libre à tout intervenant, indépendamment de son statut, qu'elle ce soit PME, industrielle, grande entreprise, petite, moyenne ou voire artisan. Ce qui importe, ce qu'il importe dans un premier lieu, c'est d'avoir l'expertise nécessaire et suffisante pour que nos référentiels puissent, je dirais, reprendre l'état de l'art actuel et les besoins des acteurs. Et en complément en matière de documentation, vous pouvez également trouver 2 listes mises à jour régulièrement, à savoir la liste de l'ensemble de la collection DTU, donc pour la plupart des DTU publiés par le BENTEC, mais également une petite dizaine de DTU publiés par nos collègues bureaux de normalisation. Nous avons également une deuxième liste qui s'appelle NFDTU pour les départements et régions Outre-mer, dans laquelle on recense l'ensemble des DTU qui, dans leur domaine d'application, couvrent les départements et régions Outre-mer. Donc, sachez-le, c'est une liste également qui est disponible dans la partie documentation et qu'on veille à mettre à jour régulièrement, au moins 1 à 2 fois par an pour que les acteurs de l'Outre-mer, justement, puissent identifier les DTU qui les concernent. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur ceci. Et bien entendu, comme l'a dit Samuel au tout début, nous restons disponibles si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous les trois pour la recherche d'exhaustivité dans cette première Web Masterclass sur les normes. Donc je rappelle juste l'objectif des Web Masterclass, c'est vraiment de s'approprier les connaissances dont nous font part les experts, les intervenants pour valoriser les spécificités de vos territoires. Donc du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de profiter de nos intervenants pour poser vos questions, si vous avez des questions précises à leur poser. Si ce n'est pas le cas maintenant, vous allez avoir le temps de digérer aussi tout ce qui a été dit aujourd'hui, puisque je l'ai dit au démarrage aussi, on va mettre cette vidéo en replay avec un chapitrage pour retrouver les parties que vous voulez creuser un petit peu plus, et puis peut-être revenir sur des parties précédentes pour avoir des explications plus claires. Et vous aurez la possibilité aussi de poser vos questions dans les commentaires de la vidéo, et moi je ferai le lien entre les intervenants et puis vos questions. Merci encore Claire, Naufal et puis Yannick. Donc la semaine prochaine, on commence mardi avec la thématique de l'innovation à la technique traditionnelle. Donc on retrouvera Yannick Lemoigne pour le CSTB et puis Christelle Ebner pour l'agence qualité construction. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Merci. Merci, une très belle journée à toutes et à tous. Merci, bonne journée. Merci à vous, au revoir.